les gens de la Pocatière, les centaines, les milliers de personnes qui sont en ligne, qui nous écoutent, les gens de Saint-Hyacinthe, tous les amis de l'ITAQ, l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec, et puis surtout aussi tout le personnel de l'ITAC, là, qui soit ici à Saint-Hyacinthe, ici à la Pocatière, à Saint-Hyacinthe. La conférence de presse est diffusée en ligne, puis on a plusieurs personnes là, qui sont à l'écoute. Ça fait que je veux vous saluer puis vous dire à quel point, je suis très, très heureux d'être ici aujourd'hui, puis surtout aussi très touché, parce que c'est un aboutissement, mais en même temps, c'est un commencement. Mais c'est l'aboutissement d'un processus, je vous dirais, qui a commencé. Ça ne faisait pas 2 semaines que j'avais été investi des fonctions de ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Et puis, j'étais en discussion avec le sous-ministre à l'époque, qui avait 42 ans au ministère de l'Agriculture. Puis, un des premiers dossiers, puis Dieu sait qu'il y en a des dossiers à briefer un ministre là, au ministère de l'Agriculture, mais un des premiers dossiers dont il m'a parlé, ça a été le dossier de l'ITA. D'un côté, c'était quelqu'un qui était complètement vendu puis visionnaire par rapport à l'importance de l'ITA, qui est notre vaisseau amiral dans tout l'écosystème de la formation bioalimentaire au Québec. Puis en même temps, c'est quelqu'un qui avait une connaissance fine des limitations, puis des enjeux, ultimement, qui allaient porter atteinte à la pérennité de l'ITA, si on laissait les années se continuer telles qu'elles étaient. Et puis, il m'a comme lancé un cri du cœur en disant, Monsieur le ministre, il faut absolument que vous fassiez quelque chose pour l'ITA parce que c'est essentiel pour le Québec. Puis en même temps, c'est une institution qui a les 2 mains attachées et qui a les 2 pieds attachés. Puis que ça ne pourra pas remplir sa mission, la mission dont elle est investie. Puis j'ai regardé ça bien comme il faut. Puis honnêtement, ça ne m'a pas pris de temps à comprendre à quel point c'est stratégique pour le Québec. C'est stratégique pour tout notre secteur agroalimentaire. Puis, ça n'a pas été long. Je pense que c'est le 18 novembre. J'avais une rencontre avec le premier ministre pour lui parler de mes priorités. Ça faisait un mois que j'étais en poste, puis il parlait un peu de à quoi allaient ressembler mes priorités. Puis, une des 6 priorités que j'avais mises, c'était vraiment de moderniser l'Institut de technologie agroalimentaire pour qu'elle puisse vraiment exercer son rôle de vaisseau amiral. Puis, ce souhait-là, oui, c'est devenu le souhait du ministre. C'est devenu ultimement le souhait du premier ministre, mais aussi, ça s'inscrivait dans une longue lignée de souhaits qui ont été manifestés depuis des années, des années, des années par tous les gens de la communauté de la formation en agroalimentaire au Québec. Puis, après avoir vraiment décidé que je m'en allais là, on a donné un mandat pour faire répertorier tout ce qui s'était fait, tout ce qui s'était dit, les comités, les études, les ébauches de projets de loi. Puis honnêtement, on est remonté, ça c'est en 2019, on est remonté 27 ans en arrière. Ça veut dire qu'on est remonté jusqu'à, écoutez, 1992. Puis j'ai un beau document qui démontre toutes les réflexions, toutes les suggestions, tout ce qu'il y a eu. Mais ultimement, puis là, je ne lance pas la pierre à personne, mais j'étais devant un fait, c'est qu'il y a tout eu cette manifestation-là de besoin pour l'ITA, mais malheureusement, il n'y avait rien qui avait été fait. Fait que ça m'a donné encore une motivation additionnelle de voir qu'il y avait tout ce potentiel-là, puis que pour des raisons X, que ce potentiel-là n'avait pas été, on n'y avait pas donné moyen de se réaliser. Fait que c'est vraiment, aujourd'hui, le dépôt du projet de loi 77, l'adoption du projet de loi 77 qui venait créer l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec. C'était marquant, mais c'est certain que le vrai départ, parce que ce n'est pas une fin en soi, c'est vraiment un départ, le vrai départ, il est demain. C'est le 1er juillet. Puis, ce qu'il faut comprendre, c'est certain que c'est demain que prend naissance l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec, mais ce n'est pas une nouvelle institution, on le sait bien, hein? Puis c'est quelque chose qui va moi, je vois ça un peu comme une chenille qui va devenir un papillon, un peu, si on veut. Puis, si on parle de l'origine de l'ITA, c'est sûr qu'on a eu 1859, c'est la première école d'agriculture qui était ici à la Pocatière. En 1892, on a eu l'école des laiteries de Saint-Hyacinthe. Toutes ces années-là, jusqu'aux années 60, c'était le ministère de la Colonisation qui avait la responsabilité de ces 2 institutions-là.
On a eu la création du ministère de l'Éducation. On a eu le changement de nom. Nos écoles, à un moment donné, se sont venues à se faire appeler des ITA, des Instituts de technologie agroalimentaire. En 1975 ou 1976, on a intégré le réseau des études collégiales pour que ça vienne une formation habilitante, là, un diplôme, un DEC comme tel, en fonction des critères à l'époque qui était le ministère de l'Éducation. Aujourd'hui, c'est le ministère de l'Enseignement supérieur. Après ça, on a vu, quelques années plus tard, le pendant anglophone à McDonald's, que l'ITA a contribué à le programme Tron, là, qui est GTEA, qui a été transféré pour faire en sorte que cette formation-là puisse se donner aussi au niveau anglophone. Au début des années 80, on a vu apparaître dans différents cégeps, on a vu des programmes d'agriculture apparaître, puis c'est pas compliqué, c'est que les agriculteurs, les agricultrices, il y en a qui aimaient bien ça, voir partir leurs enfants à la Pocatière ou à Saint-Hyacinthe pour aller apprendre l'agriculture, mais il y en avait besoin, ces fermes. Fait qu'ils ont dit, y a-t-il moyen qu'on ait des cours d'agriculture près de chez nous? Alors, l'ITA, tous ces programmes-là ont été donnés, si on veut, au réseau collégial, puis il y a un certain nombre d'institutions qui ont pu commencer à bénéficier de ces programmes-là. Puis après ça, 2003, il y a eu un changement encore où là, bien, les ITA sont devenus l'ITA, une grande école avec deux campus. Puis, bon an, mal an, depuis des années, on a vu à peu près entre 800 et 1000 étudiants, diplôment plus que 50 de tous nos gens qui sont en formation agroalimentaire. Il y a près de 300 membres personnels enseignants, non enseignants. Puis, on a un parc immobilier de fermes, de laboratoires, de serres, de jardins, toutes sortes d'utilités qui font en sorte qu'on a entre les mains vraiment un véhicule extraordinaire pour accompagner puis propulser la formation de tous nos jeunes, de notre relève au niveau agroalimentaire. Puis, bien, pourquoi l'ITAC? Pourquoi créer l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec? Bien, c'est à travers l'évolution des ITA puis de l'ITA jusqu'à aujourd'hui, il y avait une constante. Bien, c'était lié à un ministère. Puis c'était traité comme une direction de ministère. Puis qui dit ministère, bien, dit un cadre d'opération qui est le cadre d'un ministère. Mais pendant ce temps-là, on a toutes les maisons d'enseignement supérieur au Québec, qu'eux autres ne sont pas traités comme un ministère, sont traités comme des maisons d'enseignement supérieur avec certaines particularités de leur cadre de développement, leur environnement pour se déployer, qui fait en sorte que depuis des années et des années, ce qu'on a pu observer vraiment, c'est de voir que ce cadre-là, qui était mal adapté pour l'ITA, bien, venait vraiment lui poser un enjeu de compétitivité, si on veut, par rapport à les autres institutions collégiales qui pouvaient avoir dispensé une formation en agroalimentaire. Alors, aujourd'hui, en créant l'ITAQ, ce n'est pas la boîte à miracles, on s'entend là-dessus, mais ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient sortir l'ITA du ministère. On vient créer, dans le jargon du gouvernement, on vient créer un organisme autre que budgétaire, qui va avoir son propre conseil d'administration, sa propre direction générale, mais qui va pouvoir concrètement, ça va faire une différence significative au niveau de la façon dont elle va pouvoir gérer ses ressources humaines, avoir accès à du capital humain stratégique de façon beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Ça va l'aider au point de vue comment naviguer dans ses investissements, dans ses immobilisations. Ça va permettre à l'ITAQ d'avoir accès à des fonds de recherche. Hein, parce que l'ITAQ, l'ITA, jusqu'à aujourd'hui, quand même qu'on veut faire de la recherche, on peut avoir des belles initiatives et tout ça, mais on veut se revirer de bord, puis on veut disposer que ce soit le ministère de l'Agriculture, le MAPAC, là. On a donné depuis 10 ans plusieurs millions de soutien, de subventions à la recherche dans différents cégeps au Québec. Bien, on n'avait pas le droit d'en donner à l'ITA. Le gouvernement fédéral, je veux dire, a plusieurs initiatives pour venir accompagner la recherche appliquée au Québec pour nos maisons d'enseignement. Bien, l'ITA n'avait pas accès à ces possibilités-là. Alors, à partir du 1er juillet, bien, l'ITA va avoir accès à ces possibilités-là. Ultimement, l'ITA, si elle en a l'ambition, puis si le ministère de l'Enseignement supérieur contemple l'idée d'accroître le nombre de centres collégiaux de transfert technologique au Québec, bien, l'ITA va pouvoir postuler puis soumettre un projet, puis ultimement
pour avoir son centre collégial de transfert technologique. l'ITA, il était à la source de 2 centres de transfert technologique. On en a un qui est dans Bâtisse ici, mais il ne pouvait pas être le promoteur de ce projet-là. Alors, à partir de demain, s'il arrivait un projet comme ça, ça va être dans les possibilités de l'État, mais de l'ITA, mais au-delà de la question des CCTT, là, ça c'est un véhicule, mais d'avoir une capacité pour la recherche, puis de se faire soutenir, ça va ouvrir certainement de très belles opportunités à l'ITA. L'autre chose aussi, ça va permettre à l'ITAQ de recueillir des dons, d'avoir une fondation. Ça va lui permettre de générer des revenus autonomes qu'elle va pouvoir conserver. On a eu des situations ici, de par le fait qu'on était avec la fonction publique et tout ça, on a été appelé à déconstruire une partie de nos activités de formation continue quand c'est un peu le futur, puis en même temps, ça génère des revenus, de par les contraintes qu'on avait, on a été obligé de se tirer dans le pied depuis un certain nombre d'années. Alors, les nouveaux attributs d'opération de l'ITAQ vont lui permettre de générer des revenus puis de pouvoir accumuler ces revenus, recueillir des dons. Ici, combien d'exemples qu'on m'a donnés, combien d'agriculteurs ou d'entreprises qui voulaient venir en soutien à l'ITA de toutes sortes de façons, puis n'ont pas le droit d'accepter. Après ça, où on produit des choses ici, on voudrait les vendre à quelque part, on n'a pas le droit. On est obligé de les donner. En tout cas, on peut faire une longue liste, puis comme je dis, ce n'est pas en boîte à miracle, mais c'est juste permettre à cette institution-là d'avoir des moyens qui sont semblables aux autres maisons d'enseignement supérieur. Puis le potentiel qu'elle a, l'ITAQ, elle va avoir les outils pour aller au bout de son potentiel. Alors pour moi, c'est certainement une très, très bonne nouvelle. Puis au-delà d'en faire un organisme autonome, le défi de l'ITAQ, je vous dirais, ça va être de faire en sorte que ça devienne beaucoup plus que la somme de ses parties. Parce que pendant presque 100 ans, ça a été 2 écoles, l'ITA. C'était l'école de la Pocatière puis l'école de Saint-Hyacinthe. Puis subitement, en 2003, c'est devenu une institution avec 2 campus. Mais moi, je vous dirais, je ne suis pas dans les affaires à tous les jours de l'ITA, mais juste de suivre ça de loin un peu puis de regarder, depuis que je suis en poste, d'avoir les antennes ouvertes puis d'écouter, ce que j'ai réalisé, c'est que, oui, on a depuis 2003 une institution qui s'appelle l'ITA, qui a 2 campus, mais cette institution-là, au moment où on se parle, elle n'est pas davantage que la somme de ces 2 campus. Mais en réalité, cette institution-là, elle a un potentiel, puis elle a l'obligation de devenir beaucoup plus que juste l'addition de ressources puis d'immobilisation à la Pocatière, puis l'addition de ressources puis d'immobilisation à Saint-Hyacinthe. Il y a une vision qui peut être mise en place, il y a une vision qui peut être réalisée, qui peut faire en sorte que l'ITAQ, ça ne fera pas 1+1 qui va faire 2, ça va être 1+1 qui va faire 3, qui va faire 4, puis qui va faire 5. Puis il y a toute une question de leadership aussi. Quand on diplôme, là, 50%, plus que 50% des élèves, quand on a les installations quand on a l'héritage dont on dispose, quand on a un corps professoral, tout l'historique de notre institution, on va mettre ça à profit, au profit de toute l'organisation. Puis ultimement, il y a un leadership qui va découler de ça, puis il y a un pouvoir d'attraction aussi qui va découler de ça. Puis je vous dirais que le mandat qui s'en vient ou qui va s'en aller, c'est sûr qu'il a rassemblé. Ça, c'est la première des choses. C'est plus qu'1+1, l'ITAQ. Après ça, il a mobilisé, mais après ça, ça va être d'innover. Puis on va tous avoir les moyens pour pouvoir innover. Puis si on rassemble, on mobilise, on innove, on est appelé à briller. Puis c'est ça. Moi, c'est ça que la vision. Je suis bien ému quand je parle de ça parce que moi, de tout ce dans quoi j'ai été impliqué dans ma vie, j'en ai fait des affaires dans ma vie. L'affaire, pour moi, qui a le plus de signification que j'ai jamais faite, c'est de m'attaquer à ce projet-là puis voir naître ce projet-là au bénéfice des générations futures de la relève agricole du Québec. Puis, honnêtement, ce succès-là, le succès de l'ITAQ, il va devenir le succès de toutes ses composantes. Puis là, oui, il va devenir le succès des partis qui sont associés à l'ITAQ. Oui, ça va devenir le succès du campus de la Pocatière. Oui, ça va devenir le succès du campus de Saint-Hyacinthe. Mais une chose qui est sûre, c'est que si toutes ces parties-là n'ont pas de succès,
c'est parce que l'ITAQ comme tel n'aura pas de succès. Puis si l'ITAQ a du succès, tout ce qui est le tissu de ce que va être l'ITAQ va avoir du succès. C'est comme condamné à fonctionner puis avoir du succès tout ensemble. Puis pour mener à bien ces défis-là, bien écoutez, aujourd'hui, j'ai à côté de moi Aïcha Issa et puis Alain Chalifou. Et puis d'abord, c'est sûr que l'ITAQ va être sous la responsabilité d'une directrice générale puis d'un CA. Aïcha, c'est une dame, première des choses, c'est un docteur en sciences physiques. J'ai ses compétences ici, mais je vous les répéterai ça, mais une maîtrise en économie rurale, elle a des formations en performance, en système de gestion continue, mais le trait constant qu'elle a eu dans toute sa carrière, c'est son grand intérêt pour tout l'agroalimentaire, l'agriculture puis la transformation alimentaire. Puis Aïcha, elle connaît le territoire du Québec comme ça. Elle a travaillé pour la Sokia il y a bien des années pour prospecter puis développer des entreprises agricoles partout au Québec. Elle a travaillé pour des grands transformateurs. Elle a mis au monde le conseil le conseil, comment? Le Conseil de l'industrie bioalimentaire de Montréal. Fait que c'est quelqu'un, qui connaît le territoire, qui connaît l'agriculture, qui connaît la transformation alimentaire. Mais moi, ce qui m'interpelle, on a eu plusieurs discussions ensemble, au-delà d'être une femme avec énormément de talent et de ressources, c'est sa vision, puis comment elle voit l'innovation pour une organisation comme l'ITAQ. Alors, c'est Aïcha qui, à partir de demain, malgré qu'elle a commencé à travailler, mais pas sur le payroll encore, ça commence demain, mais c'est Aïcha qui va assumer la direction générale de l'Institut. Après ça, on a un conseil d'administration qui va avoir 15 membres. Sur les 15 membres, il y a 7 membres, de par la loi, qui sont associés à l'ITAQ. Alors, on va avoir un professeur qui vient de la Pocatière, on va avoir un professeur qui vient de Saint-Hyacinthe, on va avoir un étudiant qui vient de la Pocatière, on va avoir un étudiant qui vient de Saint-Hyacinthe. Et puis après ça, en alternance, à tous les 3 ans, on va avoir un représentant du personnel non enseignant. Premier conseil d'administration, bien, ce représentant-là va venir de la Pocatière dans 3 ans. Après ça, il va y avoir une alternance avec Saint-Hyacinthe. Alors, on a 5 personnes qui sont là. Après ça, on a d'associés à l'organisation, on a la directrice générale, puis aussi, on a la directrice des études. Je ne sais pas, est-ce que Monique est ici? Monique, elle est là-bas. Alors, Monique Lambert est en poste ici depuis 3 ans à l'ITA, ici à la Pocatière. Et puis, elle assumait de façon intérimaire, ou je ne sais pas trop le poste, comment c'était patenté et organisé, là, mais la direction des études, dans le contexte qui était celui de l'ITA, dans le contexte où on était une direction de ministère. Mais Monique a manifesté l'intérêt de devenir la première directrice des études de l'ITAQ. Mais en même temps, c'est une femme d'une grande, grande qualification. Puis, pour avoir discuté avec elle le soir où je lui ai annoncé, que je l'ai appelée pour lui dire qu'elle allait être non seulement une candidate, mais qu'elle allait être retenue. Puis après ça, je l'écoutais discuter. On avait une petite rencontre de groupe hier, puis juste partager un peu sa vision, ses constats. Puis je la voyais déjà échanger avec Aïcha. On va tous avoir une chimie dans cette équipe-là. Puis je m'attends à ce qu'on ait des belles retombées, des contributions de Monique, qui est une fraîchement doctorante depuis le mois de mars, qui a complété ses études. Alors, félicitations. Mais elle a énormément de vision et de contributions à apporter à l'ITAQ. Au-delà de ça, il y a 8 membres indépendants. Alors, moi, je me suis dit, écoutez, il y a 7 membres que déjà, eux autres, le pain et le beurre, c'est l'ITAQ, puis ils vont comme avoir ça détampé dans le front. Là. Fait que moi, ce qui est important, c'est d'aller chercher des gens, des gagnants, des gens qui sont passionnés par l'agroalimentaire, des gens qui sont passionnés par l'importance d'avoir une relève qui est hyper qualifiée, puis des gens qui ont envie de s'investir au bénéfice de l'ITAQ. Puis le président du conseil d'administration, ben, c'est M. Alain Chalifou. Alain, il personnifie tellement ce que ça prend pour l'ITAQ. Alain, ben, la famille Chalifou, c'est 100 ans, c'est 4 générations. C'est une entreprise à grand succès. Alain, c'est un diplômé de l'ITA. Son père est un diplômé de l'ITA.
Si aujourd'hui, il peut prendre de son temps puis décider de s'investir pour faire un succès de l'ITAQ, bien, c'est parce que Laiterie Chalifou, leur entreprise, a eu un grand succès. Puis elle a eu un grand succès, elle célèbre 100 ans d'existence. Bien, en 100 ans, si elle a eu un grand succès, c'est parce qu'ils ont su évoluer, ils ont su s'adapter, puis ils ont su innover, puis ils ont su composer avec l'incomposable ou des fois des impondérables. Mais ça a été un grand, grand succès, l'histoire de la Laiterie Chalifou jusqu'à aujourd'hui. Puis Alain, en plus, a été pendant 5 ou 6 ans président du conseil d'administration du cégep de Sorel-Tracy. Alors, quand je l'ai appelé, puis j'ai parlé pour être membre du conseil, puis après ça, d'être président du conseil, bien, je vais vous laisser vous partager ce qu'il m'a dit, mais on peut compter sur une personne de grandes ressources qui est prête à s'investir corps et âme là, pour le succès de l'organisation. Il faut absolument, le trouble de main-d'œuvre qu'on a, c'est clair, ça passe par la formation, le transfert technologique. On n'a pas le choix. C'est là, les gens de demain, la relève de demain passe par la formation qui est l'ITA. C'est là et avec les outils que M. le ministre va nous donner, on va pouvoir passer à travers de l'assiette, de la terre à l'assiette, c'est la façon de faire. On a vraiment on a une terre agricole riche, on a des transformateurs à Tente, ça fait longtemps, les transformateurs alimentaires et laitières. Je peux en parler. J'ai un exemple. J'étais président du Conseil des industriels laitiers du Québec jusqu'en avril dernier. J'étais 3 ans. Et ce qu'on demande, c'est on a besoin de former les leaders. Le 4.0, c'est important, ça, au niveau de la transformation. Il faut qu'on soit là pour demain. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire, M. le ministre. Il s'agit juste maintenant de se relever les manches, puis de travailler. Puis cet été, je pense qu'on va commencer. Puis on a un CA qui s'en vient prochainement ici à la Pocatière. Puis après ça, les 7 autres membres, écoutez, chacune des personnes qu'on a choisies, okay, c'est tous des gens qui ont eu un grand succès dans ce qu'ils font. Je vais donner un exemple. Marie Gosselin. Marie, elle a étudié en agronomie. C'est une femme de 58 ans. Très jeune, son père était dans l'agriculture. Ils ont fondé les Serres du Saint-Laurent. Marie, jeune, a pris la direction des Serres du Saint-Laurent. Puis, au-delà d'être une femme d'affaires qui a eu beaucoup de succès, bien, elle a créé la marque Savoura. S'il y a un nom là, dans le secteur maraîcher horticole, on parle d'un brand, si on veut, là, Savoura, c'est un brand extraordinaire. Ben, moi, j'ai dit à Marie, j'ai dit, nous autres, on a un brand à créer à l'ITAQ. Dans 10 ans d'ici, là, il faut qu'il n'y ait plus personne qui se demande c'est quoi l'ITAQ, là, puis que ça rayonne pas juste au Québec. Fait que l'histoire de gagnante que toi, tu as mis en place avec les Serres du Saint-Laurent et Savoura, bien, je veux que ça déteigne sur ce qu'on veut faire avec l'ITAQ. On a Renée Michaud, qui est directrice générale de l'INAF, l'Institut de nutrition d'aliments fonctionnels, qui est lié avec le ministère de la Faculté de l'agriculture de l'Université Laval. Mais depuis 20 ans, l'INAF, qu'est-ce qu'ils font? Bien, eux autres, c'est de la recherche puis du travail serré, tout ce qui touche de la terre à la table. Ils s'intéressent à tout dans le processus. Puis René coordonne à peu près le travail de 130 chercheurs qui sont investis dans tout ce qui est de la terre à la table. Elle a tout un réseau, elle a toute une passion pour la recherche, elle a toute une passion pour l'agroalimentaire. Puis tantôt, je vous ai parlé un petit peu des opportunités qui vont s'offrir à l'ITAQ au point de vue de la recherche. Puis ce n'est pas une affaire que demain on fait une révolution, là. Puis ça va être des opportunités. Bien, c'est certainement une personne qui va être d'un conseil puis d'un apport extraordinaire pour nous aider puis nous accompagner, que ce soit par ses connaissances, que ce soit par ses réseaux et tout ça, pour venir nous accompagner. Je peux faire le tour comme ça pour chacun des membres, à un moment donné. Honnêtement, chacune des personnes, les gens qui sont liés à l'agriculture, on a une étoile de l'agriculture de proximité qui a été un des fondateurs puis un leader du réseau des fermiers de famille, qui aujourd'hui a une relève de 4 enfants, puis qui vivent très bien de ce nouveau modèle-là, si on veut, d'agriculture. En même temps, on a quelqu'un qui, au-delà de venir d'une grande famille agricole, puis d'être associé avec son conjoint dans une grande entreprise d'exploitation agricole, qui, oui, est une grande entreprise agricole, mais qui est un leader en termes de pratiques agro-environnementales, en termes d'agriculture durable, bien, cette personne-là aussi, Chantal Van Winden, la fameuse famille Van Winden,
Mais Chantal aussi, en 2014, elle a lancé une entreprise qui s'appelle Oliméga à partir de la cameline. Elle a commencé la culture de la cameline, puis faire un produit transformé qu'aujourd'hui, elle n'en vend pas juste au Québec, elle en vend en Europe, elle en vend en Asie. Puis chaque semaine, les commandes sur Amazon, sur l'Internet, c'est une palette de plus, une palette de plus, puis une palette de plus. Puis Chantal, ce qu'elle fait, elle se promène partout au Québec, puis elle veut trouver des partenaires parce qu'elle est rendue qu'elle cultive peut-être 350 hectares de cameline, pas tout à elle, mais elle va chercher des partenaires partout au Québec, des agriculteurs pour en cultiver de la cameline, pour être capable d'augmenter son chiffre d'affaires. Mais en même temps, la cameline, bien, ça a des produits que dans des rotations de culture avec d'autres cultures, bien, ça vient aider beaucoup, d'une façon tout à fait naturelle, à combattre des ennemis des cultures dans le domaine du maïs. Alors, d'insérer la cameline dans des pratiques de culture quand on veut amener nos grands exploitants agricoles à diversifier puis à sortir de la monoculture ou de la duoculture, bien, tu sais, à un moment donné, ça prend un équilibre, mais cette femme-là est investie dans la recherche aussi de cet équilibre-là. Fait que, écoutez, je les nommerai pas toutes, mais c'est une équipe exceptionnelle qu'on a réussi à mettre en place. Aïcha, son port d'attache va être Saint-Hyacinthe. En même temps, c'est très clair, mais aussi, elle intègre ça tout à fait, tu sais. Elle va partager son temps entre Saint-Hyacinthe puis la Pocatière. Madame Lambert est basée ici à la Pocatière. En même temps, bien, elle va être appelée, elle, à se déplacer vers Saint-Hyacinthe aussi à l'occasion. Puis après ça, bien, toutes les ressources, parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, tu sais, la directrice générale de l'ITA, c'est la sous-ministre adjointe à la formation bioalimentaire. Et puis tous les services qui sont loués, on parle d'immobilier, on parle de finances, de communication. Oui, il y a des choses qui se font dans les campus, mais ultimement, toute la structure des ressources, c'est autour du ministère. Alors, sur un certain nombre de mois, on va mettre en place une structure qui va venir assumer la gestion de l'ITAQ, qui va être en dehors du ministère. Puis, de par les obligations que l'ITAQ va avoir envers le ministère de l'Agriculture pour son financement, bien, il y a vraiment une obligation qui va prescrire que la répartition des effectifs là, qui sont liés à la gestion de l'ITAQ, bien, ça va devoir être une répartition qui est équitable entre les campus de la Pocatière et les campus de Saint-Hyacinthe. Puis ça, c'est quelque chose qui va être dans... Le ministre, par la loi, l'article, je pense l'article 2, a la capacité d'imposer ou de faire des demandes à l'ITAQ, d'imposer. Alors, pour les conditions de financement, si on veut l'ITAQ, bien, une des conditions qui va être imposée, c'est de faire en sorte qu'il y ait une répartition équitable des employés liés à la gestion là, de l'institution. Une répartition équitable entre la Pocatière et puis Saint-Hyacinthe. Et puis, si il devait y avoir des changements à cette politique-là, bien, l'ITAQ, le conseil d'administration, va devoir en faire la demande au ministre, puis expliquer vers où ça s'en va, puis pourquoi et tout ça. Là. Mais c'est quelque chose qui va être inscrit dans les documents là, qui vont lier le financement puis le ministère de l'Agriculture avec l'ITAQ. En terminant aussi, on ne peut pas parler de l'ITAQ sans parler d'immobilisation. Que ce soit ici à la Pocatière ou que ce soit à Saint-Hyacinthe, il y a des grands besoins en amélioration. Il y a des besoins en maintien d'actifs, puis il y a des besoins aussi en nouvelle construction, en modernisation. Et puis, on a, au plan québécois des infrastructures, on a 59 millions, 500 000 $ qui sont alloués pour l'ITAQ, pour des nouveaux bâtiments. Puis après ça, il y a plusieurs millions qui sont disponibles dans les budgets d'opérations courantes, si on veut, là, pour du maintien d'actifs. Alors, spécifiquement pour la Pocatière, puis là, je ne veux pas que vous voyez ça comme une annonce. Je ne vous fais pas une annonce, mais je veux vous donner une idée d'où est-ce qu'on s'en va, puis qu'est-ce qu'on veut accomplir ici à la Pocatière. Okay? Première des choses, en maintien d'actifs, là, on a un programme qui prend effet là, en 2021-2022, là, où on a... Les évaluations qu'on a, c'est 12,3 millions de dollars là, sur quelques années qui vont être investis là, pour faire des investissements de maintien d'actifs là, très, très importants. Là. Ça allait dans le détail. Là, j'ai attendez un petit peu. Là.
des choses qui vont être faites, que ce soit tous les systèmes de contrôle du bâtiment, mise à niveau nos plomberies, les toilettes, réflexion de l'enveloppe du pavillon B, toute la question de la bergerie-meunerie, la stripper, préparer la coquille pour des travaux futurs. Fait qu'il y a un ensemble de travaux là, qui vont être déclenchés. Il y en a qui vont être déclenchés cet été, il y en a que ça va être dans le cours de la prochaine année à suivre, mais il y a vraiment un plan bien arrêté là, au niveau du maintien des actifs là, à hauteur d'un peu plus de 12 millions de dollars. L'autre chose qu'on a aussi, c'est qu'on a un comité qui est en place, puis les travaux sont avancés, OK, pour avoir un nouveau bâtiment. Une nouvelle construction qui serait ici à l'ITAQ. Puis cette première, parce qu'il va y en avoir quelques-unes avec les argents qui sont disponibles, il va y avoir quelques constructions qui vont pouvoir se faire au fil des temps. Mais le premier dossier sur lequel les gens travaillent ici, il y a un comité à l'interne qui travaille déjà depuis plusieurs mois. Puis naturellement, à partir du moment où nos gens deviennent en charge, je vous dirais que le mandat, c'est de crier puis c'est de pousser pour faire en sorte que ces projets-là puissent se matérialiser le plus tôt possible. Mais un premier projet qu'on a, c'est vraiment un bâtiment multi-élevage qui puisse être une nouvelle construction qui va être ici. Sans aller dans le détail du nombre de millions, mais je peux vous dire que c'est un investissement là, qui va être quand même de plusieurs millions de dollars. Au niveau des investissements, là, maintien d'actifs, il y a un plan bien arrêté avec une feuille de route là, qui est à travailler puis à faire arriver, là, mais on parle, c'est ça, de plusieurs millions. Puis après ça, au niveau des nouveaux bâtiments, sur le 59-500 millions, demandez-moi pas, il y a combien qu'il faut aller à la Pocatière, il y a combien qu'il faut aller à Saint-Hyacinthe, honnêtement. Encore là, tout est dans une question de répartition équitable. Là. Il n'y a pas de montant d'attaché à une place ou à une autre, mais c'est tout dans une question de donner les moyens à nos établissements d'offrir la prestation de service qui est digne en 2021 là, de ce à quoi nos étudiants là, doivent s'attendre et peuvent s'attendre. Alors, c'est ça qui est l'objectif. Alors, écoutez, en terminant, je veux remercier puis je veux féliciter Aïcha puis Alain. Hier, je parlais avec eux puis je leur disais, bien, écoutez, dans le fond, c'est une bonne affaire, vous ne saviez pas trop dans quoi vous embarquez, c'est pour ça que vous avez dit oui. Ils vont l'apprendre en cours de route parce que de sortir une organisation comme l'ITA d'un ministère puis d'en faire un organisme autonome, là, il va y avoir des écueils. Puis c'est pas une marche dans le parc. On s'entend là-dessus, mais on a des gens de talent qui vont faire ce travail-là. Puis, je les remercie, puis aussi tous les membres du CA là, qui ont accepté aussi de s'investir puis de mettre leur talent au profit de l'ITAQ, du succès de l'ITAQ. Puis ce succès-là, bien, ça va être un succès qui va être collectif. Puis ça va commencer par être un succès qui va être la mise en commun, si on veut, là, de tout le talent puis de l'engagement qu'on retrouve déjà aujourd'hui même au sein du personnel de l'ITAQ. Ça, c'est le premier vecteur là, de réalisation puis de talent, c'est ceux-là qui sont déjà en place. Là. Okay? Deuxième des choses, bien, ça va être la mise en commun de tout ce talent-là qui est déjà là, avec ces nouvelles ressources-là qui se joignent à l'ITAQ au niveau de la direction générale, au niveau du conseil d'administration. Puis dans les mois qui s'en viennent, bien, il va y avoir des nominations pour mettre en place cette équipe-là qui va diriger l'ITAQ. Alors, c'est la mise en commun de tout le personnel qui est là aujourd'hui avec ces nouvelles ressources-là. Puis ces deux groupes-là qui vont faire juste un, bien, eux autres, ils vont bénéficier d'outils qui n'existaient pas avant pour être capables de développer l'ITAQ. Afin que ça va être la mise en commun de tout ce talent-là puis ces ressources-là avec ces nouveaux outils-là. Puis, moi, si je me suis embarqué dans cette aventure-là, puis que le premier ministre a acheté ça, parce que, c'est un grand vote de confiance envers l'ITAQ, c'est un grand vote de confiance envers la Pocatière, c'est un grand vote de confiance envers Saint-Hyacinthe, mais c'est un grand vote de confiance envers, tu sais, notre vaisseau amiral pour la formation bioalimentaire, pour notre relève bioalimentaire au Québec. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes, puis ceux-là qui nous écoutent, je vous souhaite le plus grand des succès. Puis moi, naturellement, je souhaite une longue vie à l'ITAQ. Merci beaucoup.